Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Macron, le président téléguidé par les lobbies pharmaceutiques. Aujourd'hui, nous allons voir l'influence énorme des lobbies pharmaceutiques sur Macron. Je ne parlerai que de l'influence des laboratoires pharmaceutiques dans cette vidéo, car ce gouvernement est en conflit d'intérêts avec tellement de lobbies qu'il me faudrait des heures de vidéo pour tout énumérer. Une chose est sûre est qu'avec ce président, les lobbies gagnent énormément d'argent à nos dépens. Ils sont en train de nous piller généreusement sous couvert d'un pseudo-gouvernement et de médias manipulateurs. Partagez cette vidéo très rapidement s'il vous plaît, car on m'a encore signalé que ma vidéo était impossible à partager à partir de certains groupes Facebook. Le bouton partager avait tout simplement disparu, c'est bien sûr de la censure. En première partie, nous parlerons du groupe Dolder que très peu connaissent, et qui est pourtant le groupe de lobby le plus influent du monde. Vous allez voir, c'est encore un énorme scandale sur la montagne de scandales d'État de ce gouvernement macronien. Et en deuxième partie, nous mettrons en évidence des exemples de conflits d'intérêts manifestes, et vous allez voir qu'ils sont légion et que maintenant ils ne se cachent même plus. Ils nous pillent, nous désinforment, sans absolument aucun complexe. Nous commençons tout de suite avec la première partie. Yannick Jadot, député européen Les Verts, a déclaré « Macron n'a qu'un sujet, c'est plaire au lobby ». Benoît Hamon a déclaré « Emmanuel Macron n'a pas la colonne vertébrale ni la volonté pour résister au lobby ». Nicolas Hulot, ancien ministre de l'écologie, a quitté le gouvernement du Premier ministre Édouard Philippe le 28 juillet 2018 en dénonçant l'omniprésence des lobbies sous la présidence Macron. Il a déclaré « Ça va paraître anecdotique, mais pour moi c'était symptomatique. Et c'est probablement un élément qui a achevé de me convaincre que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles de pouvoir. Il faut à un moment ou à un autre poser ce problème sur la table parce que c'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir ? Qui gouverne. Juste une quinzaine de jours avant sa démission, le 9 juillet 2018, alors que tous les médias étaient tournés vers la Coupe du Monde de football, le président Macron a rencontré lors d'un dîner ultra secret les représentants du très discret Dolder Group. Le Dolder Group est composé de 25 patrons de laboratoires pharmaceutiques les plus puissants dans le monde. Cette structure est totalement opaque, encore plus opaque que le groupe Bilderberg pour ceux qui connaissent. Tous les échanges de ces rencontres entre le Dolder Group et les chefs d'État sont totalement confidentiels et ne fuitent jamais dans la presse. Je rappelle que les membres du Dolder Group sont soupçonnés de s'accorder pour vendre les médicaments à des prix choisis pour piller la sécu, ce qui est parfaitement illégal. Le fameux trou de la sécu, ce sont eux qui le creusent, pas les malades. D'organiser les pénuries de médicaments afin de faire encore grimper les prix de leurs molécules brevetées. De cacher la vérité sur l'existence de remèdes naturels efficaces contre les maladies afin de maintenir la vente de leurs médicaments. Donc bref, ces gens très sympas se sont réunis avec notre Macron. Bien sûr, cette rencontre ne figurait pas dans l'agenda officiel de l'Elysée. Parmi les gens présents, Olivier Brandicourt, directeur de Sanofi, le géant pharmaceutique français, dont le PDG est Serge Weinberg, un ami et soutien d'Emmanuel Macron depuis 2007, lorsqu'ils ont tous les deux collaboré dans le cadre de la mission Attali. Nous avions aussi Ian Reid, PDG de Pfizer, Kenneth Frazier, PDG de Merck, Emma Walmsley, PDG de GSK, Lars Frugard Jorgensen, PDG de Novo Nordisk, Stefan Hochmann, PDG de Merck en Europe, David Ricks, PDG du laboratoire Eli Lilly, Keir Schultz, PDG de Teva Pharmaceutical Industries, Pascal Soriot, PDG français de AstraZeneca, Michel Vonatsos, PDG de Biogen, Christophe Weber, PDG français de Takeda. Une belle brochette à 826 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel qui se sont assis à la table avec le président Macron le 9 juillet 2018 dans le plus grand secret. Je veux dire, normalement, le gars, il est président de la République et cette réunion aurait dû être rendue publique car elle concerne notre santé à tous. Savoir à quelle sauce ils ont décidé de nous piller. Oups, la boulette. De nous soigner, en fait, selon eux. La date et la tenue de Dolder Group cette année à Paris n'avaient absolument rien d'anodin. En fait, c'était la veille du Conseil stratégique des industries de la santé qui est une instance de dialogue entre l'État et les entreprises du secteur sous l'égide du Premier ministre. En gros, Macron et les laboratoires avaient dans le collimateur l'autorisation temporaire d'utilisation, ATU. Alors en fait, c'est qu'auparavant, si les laboratoires avaient réussi à prouver que leurs molécules étaient susceptibles de soigner, il leur fallait attendre un certain délai, parfois long, pour en élargir la commercialisation. Et là on se dit, bah oui, en fait, il faut essayer d'avoir le médicament au plus tôt pour soigner, c'est logique. Sauf que les industriels du médicament, eux, ils pensent plus à un retour sur investissement beaucoup plus rapide. Et Macron et ses sbires ont accepté dès le lendemain. Le 10 juillet, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé aussitôt des mesures pour simplifier les délais administratifs pour autoriser de nouveaux médicaments. Alors c'est quoi le problème? Le problème est que la mise sur le marché d'un médicament aussi rapidement est dangereuse pour les patients, car les effets secondaires peuvent apparaître tardivement et certains peuvent être mortels. Nous pouvons maintenant penser au scandale de la dépakine du laboratoire Sanofi. J'en parlerai dans une autre vidéo. Le professeur Alain Astier, pharmacologue et membre de l'Académie de pharmacie française, a déclaré « C'est surtout un cadeau. La France était déjà l'un des pays dans lequel l'accès aux nouveaux médicaments est plus facile. » Et oui, un cadeau car le 1er octobre 2016, notre Macron était en campagne pour la présidentielle et recherchait de l'argent pour financer sa campagne. Il avait donc fait un déplacement à Chamonix pour une conférence devant les laboratoires pharmaceutiques pour déclarer que notre système de soins existant est surcontraint, qu'il faut le rendre plus souple, plus adaptable pour mieux intégrer l'innovation dans notre paysage.
Le message était suffisamment clair, il allait accorder la demande des laboratoires de mettre sur le marché beaucoup plus rapidement les médicaments, et ceci afin que les laboratoires puissent gagner encore plus d'argent aux dépens de notre santé. Je ferai aussi une vidéo sur la campagne de financement de notre cher président et vous verrez que les financements sont beaucoup plus opaques qu'ils l'ont prétendu. Un autre cadeau de Macron est par exemple le crédit d'impôt recherche offert par l'État à Sanofi entre autres. Un cadeau de 150 millions d'euros alors que Sanofi a supprimé 2000 postes dans notre pays. Le professeur Alain Astier a aussi déclaré « De plus en plus, les industries de médicaments s'appuient sur la recherche publique, donc payée par l'État, ce qui est beaucoup moins coûteux pour eux que d'entretenir des centres de recherche propres, ce qui ne les empêche pas de proposer leurs nouveaux médicaments à des prix astronomiques, 50 000, 100 000, voire 400 000 euros le traitement. Encore un autre scandale d'État qui se chiffre à plusieurs centaines de millions d'euros payés avec notre argent. Alors restez bien avec nous pour la deuxième partie parce que nous allons aborder la corruption du gouvernement et c'est explosif. Vraiment, je vous promets que cette vidéo ne va pas rester longtemps en ligne. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur la crise sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Malgré ça, je travaille environ 14 heures par jour, 7 jours sur 7 pour faire ces vidéos. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle afin d'améliorer la qualité de la chaîne. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Le 10 janvier 2020, donc juste avant la crise, un rapport du GRECO, groupe d'État contre la corruption, organe dépendant du Conseil de l'Europe, a dénoncé la forte influence des lobbies sur la politique de Macron et le manque total de transparence dans les relations entre l'exécutif et les lobbies. Ils ont appelé à plus d'efforts pour prévenir la corruption au sein de l'exécutif. Un autre problème que signale le GRECO est que les lobbies ne sont pas enregistrés comme ils devraient le faire, en prenant l'initiative de solliciter un entretien avec des autorités de l'État. Dans plusieurs cas, note le rapport, les lobbyistes sont directement contactés dans le cadre de consultations visant la prise de décision dans un domaine les concernant. En gros, c'est genre, tiens, on va décider quels médicaments vont être remboursés ou mis sur le marché. Alors Macron, ce qu'il fait pour ça, il téléphone directement au laboratoire pour prendre les commandes, quoi. Un autre point, les déclarations de patrimoine et d'intérêt du président de la République devraient également être examinées à son entrée en fonction afin de désamorcer tout éventuel conflit d'intérêts, suggère le rapport. Un autre point, les ministres soupçonnés de corruption ne devraient plus être jugés par la Cour de justice de la République, composée par moitié de parlementaires. Et oui, parce que la Cour de justice est composée à moitié par des parlementaires, donc au final, la Cour de justice n'est absolument pas du tout indépendante. C'est également un autre scandale, et je ferai encore une vidéo sur le sujet. Ils me donnent vraiment du boulot, ces gars. Et maintenant, nous allons parler de quelques-uns de ces conflits d'intérêts du gouvernement uniquement avec les laboratoires pharmaceutiques. Je vais passer rapidement sur ceux que j'ai déjà abordés, comme les 25 députés médecins à l'Assemblée nationale, travaillant pour des laboratoires, et sur le pseudo-comité scientifique de Macron pour sélectionner le médicament qui sera utilisé et qui nous coûtera plusieurs dizaines de milliards d'euros. Dans ce comité, j'avais fait la liste des participants et de leurs conflits d'intérêts. Sur 8 médecins composant ce comité, 6 travaillent ou ont travaillé avec des laboratoires. Un autre exemple rapide, les deux sinistres Édouard Philippe et Olivier Véran ont souvent fait appel à Karine Lacombe, infectiologue, pour conseiller les Français sur la stratégie à avoir face à la crise. Cet pseudo-docteur est mouillé jusqu'au cou avec les laboratoires. Je veux dire, ça étonne maintenant presque plus personne. Et on peut remonter encore plus loin avec Jean-Jacques Mourad, médecin interne à l'hôpital Avicenne de Bobigny, qui était conseiller de l'équipe santé d'Emmanuel Macron. Il fut obligé de démissionner après la mise à jour de ses importants liens d'intérêt avec le laboratoire Servier. Le Formindep, l'association pour une information médicale indépendante, après la participation du docteur Mourad aux rencontres de l'officine, avait demandé « Qui parle, le porte-parole de Macron ou le speaker de Servier ?» Le Formindep renvoyait alors vers les liens déclarés par le médecin sur la base gouvernementale Transparence Santé avec le laboratoire Servier. Le laboratoire pharmaceutique lui avait payé plus de 80 000 euros de frais de restaurant et de transport. Alors pour protéger le gouvernement, il avait dit « Je reconnais ne pas avoir fait état de mes liens avec le laboratoire Servier, ni au moment d'intégrer ce groupe, ni au moment de nos travaux. » Alors oui, bien sûr, et le pseudo-gouvernement n'avait pas vérifié non plus leur site transparence.gouv.fr. Oui, c'est logique, c'est encore un oublié. Jean-Jacques Mourad par ailleurs est également le frère de Bernard Mourad, l'un des plus proches conseillers de Macron. C'est bizarre comme le monde est petit, hein. Olivier Véran, à cette époque porte-parole officiel du candidat, avait essayé de minimiser l'affaire en disant que Mourad n'avait pas une influence particulière dans la structure chargée d'élaborer ce volet du programme. Encore du blablabla pour se défausser de leurs responsabilités. Le pire, c'est la phrase de Macron le même jour qui a dit « Il a eu l'honnêteté de prendre acte de ce qui s'est passé et je l'en remercie ». En gros, il nous dit que Mourad a eu le courage de démissionner. C'est un héros, le gars, avec des conflits d'intérêts flagrants, pris la main dans le sac. Et le gars, selon Macron, « Oui, il a eu l'honnêteté de prendre acte de ce qui s'est passé et je l'en remercie avec sérieux et gratitude ». C'est presque qu'il va lui donner la Légion d'honneur. Un autre scandale vient de Buzyn nommé ministre de la Santé. Je ne vais pas parler de son mari et de son conflit d'intérêt avec elle, car beaucoup d'autres médias ont déjà traité cette information. Je vais parler juste des liens d'intérêt précédant son poste de ministre de la Santé et qui du coup aurait dû la disqualifier évidemment de ce poste. Elle a déclaré avoir été directement rémunérée pour diverses activités. Organisation de congrès, intervention en conférence,
cours dispensés à des médecins et professionnels de la santé, entre autres, par le laboratoire Genzyme, désormais filiale de Sanofi dès 1998, puis par les laboratoires Bristol Myers Squibb, BMS, et Novartis à compter de 2005. À partir de 2007, elle travaillait chez BMS et en 2008 chez Novartis. Selon Mediapart, certains professeurs peuvent être rémunérés 2000 € la journée pour une seule réunion. Ce qui choque particulièrement, c'est qu'elle était dans le même temps membre du conseil d'administration et vice-présidente de l'Institut national du cancer. Un conflit d'intérêts flagrant, comme le soulignait déjà Mediapart en 2016 lorsqu'elle a pris la tête de la Haute Autorité de Santé. Ces deux laboratoires ainsi que Pierre Fabre et Schering-Plough, filiale de Merck, ont également financé entre 2005 et 2011 l'association Robert Debré que dirigeait Agnès Buzyn. Le 16 juin 2019, Buzyn annonce son intention de rendre obligatoire non plus 3 mais 11 vaccins pour prévenir les maladies infantiles, et ce alors que de nombreux professionnels de santé, souvent mis de côté, et des chercheurs dénoncent leurs effets secondaires neurologiques et musculaires mal mesurés et parfois irréversibles. Buzyn est un énorme exemple des dangers des conflits d'intérêts sur la santé publique, notre santé face au profit des laboratoires pharmaceutiques. Je ferai aussi une vidéo sur elle parce que j'ai vraiment dû résumer son rôle dans cette vidéo qui est déjà trop longue. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement cette vidéo sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.